à l'auto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. À l'occasion du 17 octobre, rappelant l'assassinat du père fondateur de la patrie, nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau Maître Ousner Févry. C'est avec plaisir qu'on l'accueille. D'abord, il va essayer de répondre, à la lumière des recherches qu'il a effectuées sur le sujet, à certaines questions. Notamment, quelles leçons pouvons-nous apprendre des assassinats de quelques dirigeants assassinés le 17 octobre 1806, Jean-Jacques Dessalines, et plus près de nous, 6 juillet 2021, Jovenel Moïse. Maître Févry, bonjour, un plaisir de vous accueillir. Bonjour Wendell, et nous saluons les auditeurs et les téléspectateurs de Métropole. C'est toujours un privilège et un honneur d'être dans la maison, notre maison, ma maison. Donc je m'accueille avec beaucoup de joie après un silence prolongé de près d'une année. Oui. Maître Févry, vous croyez que nous avons effectivement des leçons à tirer de ces assassinats de dirigeants haïtiens? Oui, mais je commencerai par dire, Wendell, peut-être répéter un proverbe africain. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens pour raconter leurs effets, leurs exploits, eh bien, les histoires de chasse feront toujours la gloire du chasseur. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, et c'est toujours la gloire du chasseur qu'on aura à lire sur les questions de chasse. Autrement dit, notre histoire, malheureusement, n'a pas été rédigée. Merci de me devancer. L'historiographie nationale, l'historiographie haïtienne porte les empreintes des forces contre lesquelles, à la naissance même d'Haïti, Haïti avait lutté contre elles. En d'autres termes, c'est une sorte de chose incomprise de voir que le premier manuel d'histoire avec lequel on va enseigner à nos enfants les notions d'histoire, c'est édité en 1948 par procure des frères de l'instruction chrétienne. L'histoire d'Haïti n'était pas enseignée dans nos écoles. Et entre-temps, les livres d'histoire, on était fiers quand on allait en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, de revenir en grande pompe, écrire des livres ou bien des articles tirés des récits de ces messieurs. Et c'est pourquoi notre histoire porte des marques d'un ensemble de manipulation, de rétention, de falsification et tout simplement de faux. Et je ne vais pas ici attaquer de front certains faits relatés, mais qui font peur. C'est par exemple la cérémonie du bois caïman. La cérémonie du bois caïman, lorsque des esclaves se sont réunis avec Boukman, eh bien, un Français qui connaissait Saint-Domingue a dit « Ah bon, ces esclaves, ils se réunissent dans les bois. » Eh bien, quand ils se réunissent, sûrement, il va y avoir de la danse, et puis de la danse vaudou, etc. Mais ce n'était pas une cérémonie vaudou. C'était un congrès politique des esclaves les plus intelligents sous la direction du musulman Boukman pour décider qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la situation d'injustice qui est faite à notre pays. Mais donc, voilà, il faudra penser à remplacer cérémonie du bois caïman par congrès. Non, pas nécessairement ça, ce serait trop simpliste. C'est parce que, aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance,
avec de fausses interprétations, on donne à cette rencontre, à ce grand congrès des esclaves intelligents sous la direction du musulman Boukman pour parler de libération future des esclaves, on en a fait une cérémonie vaudou. Et puis, nos missionnaires américains, britanniques, suisses viennent chez nous et nous font haïr le vaudou. Les protestants s'écartent de parler de cette page d'histoire pourtant mémorable. Tout comme dans la religion, on prépare les protestants à avoir peur de Marie. Et pourtant, c'est une femme extraordinaire qui a joué un rôle dans la religiosité chrétienne exceptionnel. Vous parlez de la Sainte Vierge Marie? La Sainte Vierge Marie. Oui, puisque c'est l'Église catholique qui en parle, on en parle tellement, nous autres protestants, nous n'en parlons pas du tout, nous gardons le silence. Et parfois, du tout, nous ne parlons pas du tout de cela. C'est la même chose pour notre histoire. Notre histoire est écrite pas par nous. Et je répète encore, Là, vous voulez insinuer que notre histoire a été rédigée par les vaincus, par nos anciens bourreaux, nos anciens maîtres, devenus vaincus. Et les vainqueurs, ce sont les vainqueurs qui ont confié cette rédaction aux vaincus. Or, c'est pas du tout comme ça. La règle générale, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Eh bien, en Haïti, on a innové. On a permis aux vaincus d'écrire l'histoire de leur défaite à la demande des vainqueurs. Parce que c'est nous qui leur avons confié l'Église, l'école et presque tout ce que Louis Althusser appelle les appareils idéologiques d'État. Même les titres de propriété. Si le curé n'avait pas donné son OK, qui étaient les premiers notaires de la République, eh bien, vous avez mal acheté. C'est lui-même, le curé, il était un Français, il était un Blanc, il était de l'Église catholique apostolique romaine, et c'est lui qui donnait son aval pour l'authenticité des actes de passation, de vente, etc., de propriété. Vous pensez, M. Février, que cette méconnaissance de notre histoire a quelque chose à voir à ce que nous vivons aujourd'hui? Je ne parlerai pas de méconnaissance, Wendell. Je dirais tout simplement, et je répète ici, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, la décolonisation mentale est nécessaire. Dessalines nous a arrachés de la colonisation, de l'esclavage, de la domination physique matérielle du maître. Mais au moment même où il entamait le travail de décolonisation du cerveau du jeune haïtien, n'oubliez pas que la révolution haïtienne est faite avec 500 000 esclaves. Et des 500 000 esclaves, 100 000 à peu près, ils étaient tous de l'élite de la population, ils étaient très proches des Français. Ce sont eux qui vont devenir les maîtres du pays. Et ces messieurs, malheureusement, ont divorcé à l'amiable avec le système ancien. À l'amiable, je dis, avec le système ancien. Et pour certains, il n'y aura même pas de divorce. Nous pouvons prendre l'exemple de notre héros vénéré dans le monde entier, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture était un général français. Mais pendant qu'il était en prison, arrêté par trahison par les Français, et qu'il était au Fort de Joux, il a écrit ses mémoires suppliant Bonaparte de le libérer, car il est un général français, il a bien servi la France, donc il demande s'il avait commis des fautes d'être jugé devant une cour martiale. Toussaint, notre Toussaint Louverture, il se glorifiait de son titre de général de l'armée française, qu'il a bien servi sa patrie, la France, à Saint-Domingue, et que maintenant qu'il est arrêté par trahison, donc s'il a commis un crime, il demande à être jugé devant une cour martiale. C'est notre Toussaint Louverture. Mais est-ce qu'il avait le choix? Non, écoutez... Parce qu'il faisait froid au Fort de Joux. Non, c'est pas seulement il faisait froid, mais je vous pose une réalité de la mentalité de l'époque, c'est-à-dire la fierté demeurait
car Toussaint Louverture, contrairement à certains, bon, je sais que force louverturienne de mon ami Ménard va dire peut-être, bon, il y a d'autres aspects. Oui, Toussaint Louverture est le précurseur de notre indépendance. Mais Toussaint Louverture ne voulait pas vraiment l'indépendance, il voulait une sorte de divorce à l'amiable. Et entre Saint-Domingue et la France, il y aurait toujours des liens de rapprochement avec l'ancienne colonie, comme sont devenues aujourd'hui les colonies comme la Jamaïque, Bahamas et les autres. Et à ce titre, Toussaint Louverture est comme le père du système Commonwealth. Et Toussaint voulait le même système à la française pour Saint-Domingue, mais pas totalement l'indépendance. Dessalines, le vengeur, il a dit non, coupez tête, boulet caille. Il faut rompre avec ce système qui est injuste, immoral, criminel, l'esclavage, et il faut l'abolir totalement. Donc Dessalines, c'est l'homme de rupture. Et il a provoqué cette rupture un petit peu partout, au point de dévancer même un homme comme Karl Marx et Mao Tse-tung. Donc il était un abolitionniste et indépendantiste en même temps. Oui, Dessalines, c'est l'homme qui a fait la troisième révolution la plus puissante du monde, la troisième révolution universelle, la troisième révolution après la révolution américaine et la révolution française. Notre troisième révolution est faite par cet homme. On a dit de lui qu'il ne savait ni lire ni écrire. Moi aussi, il y a quelques années, je répétais la même chose, alors que Dessalines, si vous voyez la signature de Dessalines, reproduite par ce petit livre écrit par ma sœur Beina Bello, eh bien, écoutez bien, un homme qui ne sait de lire ne saurait jamais avoir une telle belle signature, la signature de Jean-Jacques Dessalines. Malheureusement, quand Dessalines est pris en charge par les forces anti-haïtiennes, anti-nationales, vous comprenez que la transmission qui est faite, c'est une transmission dégradante. Ah oui, qui nous fait penser à ce proverbe africain. Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse ne pourront que chanter la gloire des chasseurs. Du chasseur. Oui. Mais il a été quand même, Maître Févry, il a été trahi, assassiné par ceux-là même. Sur qui il croyait pouvoir compter, par les siens. Par les siens. C'est pourquoi le mot trahison existe. Oui. Il a été trahi, mais, chose étrange, Dessalines voulait marquer sa politique par ce que le professeur Maninga appelle la sincérisation de la politique. Ce qui n'est pas possible, ce qui est alors, presque absurde. Bon, c'est peut-être sur le plan moral, sur le plan politique pur à la Machiavel, on peut dire que c'est pas possible. C'est pas possible, mais Maninga, Il y a des gens qui diraient, Maître Févry, c'est pas possible, mais c'est possible. Bon, peut-être que... S'il faut, par exemple, relativiser. Il a dit, Maninga, qu'il faut sincériser la politique. D'autres diraient, par exemple, il faut moraliser la vie politique. Moi, je crois qu'il faut effectivement humaniser la politique haïtienne et faire en telle sorte que la politique haïtienne devienne effectivement un jeu de cohabitation de forces nationales, mais de gens de bien, de gens qui sont frappés de loyauté. Car Dessalines ne va pas être le premier chef d'État à être assassiné. Et Dessalines a été assassiné pour des raisons précises. Un, il était sincère dans l'application d'une politique de réhabilitation des masses défavorisées. Et Dessalines commençait par prendre des mesures législatives en faveur de ces déshérités. Les 61 lois de ce que j'appelle le Code Dessalines ont été par la suite plagiées par Pétion et Boyer pour nous donner le Code civil et les autres. Mais Dessalines avait déjà posé, par exemple, le problème de nationalité était résolu par Dessalines. Il a dit, dès lors qu'on est né d'Haïtiens, en Haïti ou à l'étranger, vous êtes Haïtien. La femme qui épouse un Haïtien prend la nationalité de son mari et le mari qui épouse une étrangère, il garde sa nationalité.
Mais ce sont des principes révolutionnaires. Écoutez bien, Dessalines avait vu 200 ans après, et bien avant, je répète encore, Karl Marx. Lorsque Karl Marx va produire Das Kapital en Europe, Dessalines avait déjà posé dans la pratique l'ensemble des revendications sociales en faveur du prolétariat, en faveur des masses populaires, en faveur du peuple dont il voulait la réhabilitation ou le relèvement sincère. Et Dessalines, par exemple, lorsqu'il a offert sa fille en mariage à Pétion, il allait jusque dans l'intimité de la famille pour résoudre le problème de la cohabitation sociale des classes dans l'ancienne colonie devenue l'État d'Haïti. Et puis, les mesures de Dessalines, à côté de la première diaspora, très peu d'Haïtiens vont à la recherche de ces documents. Dessalines a écrit à Jefferson pour demander que cessent les persécutions des Haïtiens à Chicago. Et que si jamais ces Haïtiens, ces Noirs, les Noirs de Chicago, si jamais ils éprouvent le désir de laisser le pays, les États-Unis, eh bien, l'Empire, l'empereur paiera 33 pièces d'argent, qui vaut des centaines de dollars à l'époque, aujourd'hui, prêt à payer le passage pour ces Haïtiens-là, ces Noirs-là, et ils deviennent Haïtiens. C'est ce que j'allais vous dire. Et il y a aussi un débat autour de cette question, Maître Févry. On pense qu'Haïti n'était même pas encore créé. Comment parler d'Haïtiens? Comment dire qu'il y a eu un Haïtien qui a fondé la ville de Chicago, par exemple? Bon, c'est la même lecture que certains font de la découverte de ce qu'on appelle la découverte du Nouveau Monde. Il faut reconstruire cette écriture de notre histoire. Haïti a existé avant 1492. Haïti a existé avant 1492. Alors, Haïti sans le nom? Non, Haïti avec le nom. Au contraire, Haïti avec le nom. Le pays s'appelait Haïti. Haïti, Quisqueya, Boyo, tout dépend de la partie. Donc, malheureusement... Donc l'île d'Haïti. Oui, l'île d'Haïti. Haïti, Quisqueya, Boyo, c'était les noms premiers de ce pays avant 1492. Quand 1492 est venu, ceux qui écrivent l'histoire pour nous disent qu'il y a eu ce 5 décembre 1492, avec le cri de celui qui était dans le bateau en face de Port-de-Paix, « Hey, Tierra !» Eh bien, ils disent qu'ils ont découvert. Mais écoutez bien, le mot « découvrir » ici ne s'applique pas à un fait historique. Ce sont des gens qui, malheureusement, on commence par faire les correctifs, ce sont des envahisseurs qui débarquent. Donc ce premier numéro de notre histoire d'Haïti aurait dû être écrit « Le débarquement des envahisseurs espagnols » et non la découverte du Nouveau Monde. Et j'ai bien apprécié ce qu'avait fait une fois le président Jean-Bertrand Aristide en faisant retirer ce monument de... Vous savez, pendant 200 ans, on donnait congé aux petits écoliers de nos écoles. Aujourd'hui, c'est congé parce que c'est la découverte, c'est le 5 décembre, ça marque la découverte de notre pays, la découverte du Nouveau Monde, la découverte d'Haïti. Mais non. Mais quelle est la commission qui, au ministère de l'Éducation nationale, s'occupe de ces arrangements historiographiques? C'est la question que j'allais vous poser, Maître Févry. Qui va rétablir la vérité? Ou encore les vérités historiques? Un gouvernement de technocrates, mais frappé de loyauté patriotique. Parce qu'il nous manque cette vertu morale patriotique qu'est la loyauté. La loyauté n'est pas nécessairement la fidélité. La loyauté, ce n'est pas seulement la reconnaissance. C'est un sentiment d'attachement. Par exemple, les Haïtiens sont loyaux vis-à-vis de la soupe joumou. Les Haïtiens sont loyaux vis-à-vis de bananes pesées, accra et autres choses. Griot et la trier. Vous êtes loyaux vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on peut parler de loyauté là? Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, depuis quelques années, ça va de mal en pis.
les Haïtiens deviennent de plus en plus détachés de cet attachement qui aurait dû les lier au sol national, à la patrie, particulièrement avec l'émigration. Ils laissent le pays et le père devient canadien, la mère est américaine, et puis les enfants sont américains, canadiens et français. Ils voyagent, et puis il y a le fameux visa devant lequel on s'incline comme un saint ou bien comme un dieu. Et l'étranger voit cette faiblesse, il l'exploite. Désormais, même pour cas de maladie, vous ne pouvez pas avoir un visa en Haïti. Vous allez dans un autre pays de la Caraïbe. Et cet autre pays de la Caraïbe dit non, 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 nous ne recevrons plus les Haïtiens. Alors qu'il fut un temps. Je connaissais très bien, c'était un ami, c'était un consul général américain ici. OK? Et un jour, il m'a dit, Osner, vous savez, nous avons des visas et les gens ne demandent pas le visa. On était dans les années 80. Osner, nous avons des visas disponibles pour les voyages d'Haïtiens, mais les Haïtiens ne viennent pas demander ces visas. Allez. Cette dégénérescence a débuté à partir de quel moment, février Après 87. Après le départ de Duvalier. Cette bamboche démocratique, et cette bamboche démocratique a touché presque tous les secteurs, y compris les secteurs sécuritaires, les secteurs éducationnels, et puis le populisme régnant a touché presque toutes les institutions. Et si vous n'aimez pas, si vous ne vous attachez pas aux créoles, si vous n'êtes pas anti-l'armée, vous n'êtes pas anti-duvalierisme, vous n'êtes pas un Haïtien, vous êtes hors jeu. Et par conséquent, taisez-vous. Et ça, sinon, c'est du populisme. C'est le populisme. Et ce populisme a atteint maintenant le palais de justice. Le palais de justice de Port-au-Prince. Et sous toutes ses formes. Vous êtes en train de nous dire que le créole s'impose même au niveau du palais de justice? Pas s'impose. Si le créole, au moins, c'est la langue nationale qui devrait être respectée et doit être considérée comme respectable. Mais c'est que où se situe le populisme? On en fait un usage abusif. Vous me dites par exemple qu'il y a à Wendell 2 langues officielles. Il y a 2 langues nationales, 2 langues officielles, pas de problème. Mais pourquoi vous me posez la première sur la deuxième sur la première? Par exemple, on donne une conférence, et puis je commence à parler, frères et sœurs, etc. Je suis très heureux d'être ici présent. Pas les créoles etc. Mais j'ai envie de vous dire, foutez-vous dehors. Écoutez bien. Mais il y a 2 langues, mais j'ai le droit d'utiliser cette première. Mais pourquoi vous voulez m'imposer la vôtre? Vous comprenez? Donc vous avez un complexe. C'est parce que c'est plus facile. C'est ça. Le complexe linguistique, c'est que vous voulez m'imposer la vôtre. Or, en réalité, le jeune Haïtien aurait dû être capable de parler non seulement ces 2 langues, mais les 2 langues du voisinage géographique haïtien, l'anglais et l'espagnol. Et c'est pourquoi, chaque fois que j'ai l'occasion d'être en présence de jeunes gens, je dis, écoutez bien, s'il vous plaît, le créole, vous l'aurez dans tous les coins, dans tous les carrefours, dans tous les corridors de la République. Mais attachez-vous à bien parler le français mieux qu'un français. L'anglais, l'espagnol, et ensuite, allez, faites comme Osner Février Junior. Vous devez apprendre jusqu'à 7 langues, parmi lesquelles le chinois, le coréen, et puis le japonais, à côté de votre anglais, français, créole, etc. Mais pourquoi vous m'empêchez de faire la gouvernance haïtienne avec une personnalité comme notre ambassadrice devant l'OEA, Madame Desulmé. Waouh, femme extraordinaire. Salut, Madame Desulmé. Mais cette dame peut s'exprimer très bien du français à l'anglais, peut-être même l'espagnol. Pourquoi, par exemple, ne pas bâtir une jeunesse sur le modèle de l'ancienne gouverneure, Madame Michaël Jean? Voilà, cette dame peut parler du français à l'anglais et sans aucun accent. C'est le prototype que nous aurions voulu présenter à notre jeunesse. D'accord, votre créole, il faut valoriser, pas de problème. Mais comment finir avec le populisme, Maître Février? Le populisme, c'est lorsque vous cherchez par tous les moyens
d'imposer des gens qui ne sont pas compétents à leur place et à leur fonction, et au nom du peuple, vous massacrez l'avenir du peuple. Et ce populisme peut toucher le secteur de la technologie, comme ça peut toucher aussi la justice, l'enseignement, l'éducation, etc., etc. Je corrige, Wendell, des feuilles d'étudiants de maîtrise dans une faculté de l'Université d'État d'Haïti. J'ai envie de pleurer à la lecture de ce que m'écrivent mes étudiants, qui sont au niveau de la maîtrise dans une faculté de l'Université d'État d'Haïti. Alors que je connais d'autres étudiants, élèves, les parents ne savaient ni lire ni écrire. Et puis dans le système ancien qui adaptait un nivelage progressif, ces gens, après un moyen 2, pouvaient s'exprimer très bien en français. Et à partir de la classe de 4e, il n'y avait aucun secret pour eux pour les règles de concordance en français. Ne dirais pas si je serais, bon, moi-même, si je pourrais, etc. Parce qu'ils ont maîtrisé ça. Le participe passé, accompagné de l'auxiliaire à voix, s'accompagne. Voilà, c'est l'ancienne école. Moi, je me demande si on enseigne ce genre de choses encore, Maître Février. Oui, on l'enseigne, paraît-il, dans certaines écoles, parce que vous n'êtes plus en présence d'une école, Wendell. Nous parlions de Dessalines, mais nous sommes en présence de plusieurs écoles. Il y a une école française, il y a une école haïtienne où l'on ne parle que le créole, particulièrement dans les campagnes. Il y a une école protestante, une école catholique, et peut-être bientôt une école vaudou, et une école internationale. Il y a au moins 7 écoles en Haïti. Le système scolaire haïtien galvaudé est occupé par des gens qui ne sont pas à leur place. Écoutez bien, le ministre de l'Éducation nationale, j'ai entendu dernièrement mon ami parler comme ministre de l'Éducation nationale, j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer. Le bonhomme ne maîtrise pas du tout ce à quoi il pensait quand il parlait de l'éducation pour le pays. Mais ensuite, il était aussi lié parce que, attention, il est sous une gouvernance provisoire, héritier d'un crime international qui vient d'être commis. Inutile de vous dire qu'il ne peut pas lui-même disposer de sa propre volonté quand il ne maîtrise pas. Il y a une auditrice qui a me taquine. Non, elle a dit c'est la promotion du créole partout. Le français n'est pas du tout parlé. Mais le français s'accompagnait à l'époque du respect d'un certain protocole. Le protocole républicain était en honneur. Je vais vous donner... Je suis un jeune garçon de 31 ans. Je suis secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense nationale. Je donne mon propre exemple. Un jour, ma secrétaire, je ne sais où elle se trouve maintenant, Madame Fils-Aimé, vient, Excellence, l'ambassadeur américain est ici et voudrait, paraît-il, vous voir. Au 9 février. Mais attendez, on le vagabond dit, « Alte m'acoute, il était divaliériste. » C'est ça. C'est ça la traduction du populisme. Jeune secrétaire d'État. Et je dis à madame, est-ce que le chef du protocole est là? Il dit non, il est seul. Je dis d'accord. Madame Fils-Aimé, dites-lui s'il vous plaît que je regrette, car le chef de protocole doit accompagner monsieur l'ambassadeur pour visiter le secrétaire d'État. Et puis l'ambassadeur a compris. Oui, merci, c'était une visite de courtoisie, j'ai entendu l'ambassadeur le dire. Et puis, 3 jours après, Massillon, Excellence, je suis accompagné d'un ambassadeur américain qui veut vous saluer par une visite de courtoisie. Il est entré et on est resté pendant 15 minutes à parler de la situation du pays. Ça veut dire à un certain moment, même au niveau d'un secrétaire d'État, il y avait le respect des règles du protocole. Et lorsque Massillon disait une fois à un ambassadeur américain qui venait avec sa chemise sans cravate, « Monsieur l'ambassadeur, je regrette, vous n'êtes pas habillé. » Monsieur l'ambassadeur, je regrette, vous n'êtes pas habillé à une cérémonie. Excusez-moi, oui. Ça a qu'on fait en Haïti? Oui. Ça a dit là. Le président Jean-Claude Duvalier a envoyé notre ambassadeur Massillon
étudié le protocole en France au Quai d'Orsay et en Italie. Et au Quai d'Orsay, mon propre beau-père, officier des Forces armées d'Haïti, eh bien, il est allé en Espagne pour parfaire ses connaissances au niveau du protocole militaire. Du protocole militaire, il pouvait faire la jonction entre la présidence et le haut quartier général des Forces armées d'Haïti. Donc ces choses-là, on les apprenait, on les respectait. Vous n'allez pas trouver, par exemple, à 10 h du matin, vous entrez à un bureau de la Direction générale des impôts, la DGI, et puis trouver une demoiselle s'habiller de n'importe quelle façon. Non du tout, monsieur. On s'exprimait avec art, courtoisie, et l'aisance venait. L'État est maintenant dans la rue. Il n'y avait pas de réseaux sociaux non plus à l'époque. Oui. Donc l'État est maintenant dans la rue. C'est tellement intéressant que je n'ai même pas vu passer l'heure. Mais permettez que j'observe la pause. On reviendra. Vous parlez de Dessalines. Vous parlez de Dessalines. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, Maître Austin Février, à l'occasion du 17 octobre, est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit, Unipièce, représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Maître Austin Février. Maître Février, nous avons l'impression que nous aurions dû faire un autre choix. Celui de présenter une émission sur le protocole. Le protocole républicain. Républicain. L'Haïti d'hier. Parce qu'il y a des choses qu'on doit savoir, il y a des choses qu'on doit retenir. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, le pays n'a pas toujours été ainsi. Non. Le protocole, vous l'avez dit, est dans la rue. Et tout le monde pense pouvoir faire n'importe quoi, ce qu'on veut. Alors qu'il y a des voies qui sont tracées, il y a des chemins à suivre. Mais vous pensez, Maître Février, qu'on arrivera à un moment où quelqu'un viendra dire assez? Oui, je crois que. Et ça viendra, j'ai l'impression que ça viendra de la jeunesse. Et oui, mais j'ai failli dire de la jeunesse, de cette jeunesse qui avait des pieds en Haïti, des pieds à l'extérieur. Et ils viendront avec leur diplôme de maîtrise et de doctorat de France, des États-Unis, parlant sans faute plusieurs langues, et puis manipulant très bien ces outillages de la technologie moderne, les nouvelles technologies de l'information. On leur donnera la chance. Non, non. Mais vous pensez qu'on va leur donner cette chance? S'ils acceptent de cohabiter avec des aînés expérimentés et des patriotes sur place, oui. Il y a encore des réserves nationales. On n'est pas allé chez eux, on n'est pas allé les chercher. Par exemple, je prends un exemple de la justice, un monsieur qui a fait honneur au système judiciaire haïtien, Okaï. Cet homme est d'une compétence rare. Je plaide devant Jacques Pierre, maître Jacques Pierre. Et Jacques Pierre rend une ordonnance, un arrêt contre vous. Si vous aimez le droit, vous êtes un professeur de droit, vous ne pouvez ne pas prendre cet arrêt et relire pour apprendre les réflexions de cet homme qui ne vous donne pas raison, mais qui vous apprend. C'est comme ça que j'étais, c'est comme ça que je suis aussi. J'apprends. Ce jeune homme, cet homme, n'a jamais été juge à la Cour de cassation. Parce que les crétins lui ont barré la route. Il était trop compétent. Bon, je ne dirais pas trop compétent, ça veut dire qu'il n'allait pas accepter qu'un avocat ose lui proposer cette petite valise, ou bien ce petit chèque, ou bien cette enveloppe. Jacques était d'une droiture légendaire. Et vous trouverez des Jacques Pierre à Port-de-Paix, au Cap, au Caille, dans les provinces. Il faut un petit peu un jour fermer les yeux sur ce qui se passe à Port-au-Prince et recruter des gens pour la magistrature. Et puis, le système de vetting ne peut pas être fait par des gens inconnus, des anonymes, payés par une ambassade étrangère ou des ambassades étrangères. Vous voyez? Le système aussi doit être fait. Il faut un débobinage de tout le système.
Et parlant de Dessalines, c'est la raison pour laquelle il a été assassiné, car il voulait un autre système à la place du système esclavagiste. Est-ce que vous avez décelé ou souligné, Maître Février, des points communs dans les différents assassinats de dirigeants haïtiens? Alors avant, il faut rappeler pour les auditeurs, Wendell, qu'après Jean-Jacques Dessalines, il y a eu le cas de Sylvain Salnave, 4 juin 1867, 15 juin 1870. Il a été trahi par les siens et lui et un certain nombre de ses partisans s'enfuient en direction de son bon ami Bendora, qui était à Santo Domingue, président de la République dominicaine, mais malheureusement, il est arrêté en cours de route. En cours de route par le général Cabral. Il est ramené à pied avec ses partisans, fatigué, et un procès simulacre a lieu. Le palais national de temps est incendié, et ce procès simulacre a lieu et il est jugé, condamné et exécuté. Sylvain Salnave, c'était l'un des rares mulâtres devenus président dans notre historiographie nationale et qui voulait divorcer d'avec le système que la minorité nationale imposait à la gouvernance haïtienne. Sylvain Salnave. Par la suite, Cincinnatus Lecomte, qui était un fils naturel de Jean-Jacques Dessalines, lui aussi, il a été assassiné. Ensuite, tout le monde connaît l'histoire de Villeboin-Guillaume Sam, qui était le 4e, et Jovenel Moïse, le 5e, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, au cours d'un coup d'État international, avec un crime transnational, et provoquant une rupture de gouvernance que tout le monde comprend. C'est pourquoi ici à Métropole, depuis 3 ans, j'ai dit, écoutez, on a eu 3 grands événements majeurs dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. C'est le 5e chef d'État assassiné, mais cette fois-ci au cours d'un coup d'État international, par un crime transnational. Et ce crime transnational a provoqué une rupture de... Alors, il y a eu aussi une transmission hors norme du pouvoir. C'est par un tweet de la communauté internationale qu'on a choisi le dirigeant du pays, dans la personne de Claude Joseph d'abord, et par la suite, l'ambassadeur Foote américain nous apprend que les Américains trouvent que M. Joseph est trop intransigeant, mieux vaut choisir quelqu'un qui est plus souple, et ils ont choisi Ariel. Donc ça veut dire... Mais Ariel avait été déjà désigné par le président... Il a été désigné, mais il n'avait pas la commission en main, et puis les formalités légales traditionnelles n'ont pas été totalement remplies, et c'est pourquoi, disent les gens, on cherchait quelque chose chez le président, car l'arrêté de nomination était chez le président à l'époque. OK. Et finalement, on ne met pas trop l'accent sur la rupture de l'ordre juridique. L'ordre juridique haïtien s'est estompé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, et il fallait, je l'ai dit sur les plateaux ici, il faut retourner à l'ordre juridique constitutionnel. Et je salue un grand ami qui lutte depuis longtemps à côté de M. Jean-Pierre Bailly, et mon ami Hyacinthe Berg en Europe. Et Berg veut effectivement qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Alors, sauf que je suis un petit peu jaloux. Je dis, écoutez bien, j'étais le premier à le dire sur Métropole, monsieur. J'ai toujours détesté le plagiat. Il faut dire, comme le professeur Sneer-Février l'a dit, il faut retourner à l'ordre constitutionnel, à l'ordre juridique par l'organisation, la tenue d'un congrès patriotique haïtien. Mais malheureusement, il n'y a pas de sincérité dans la vie politique haïtienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différents assassinats? Jean-Jacques Dessalines d'abord. Jean-Jacques Dessalines. Après, et Jean-Jacques Dessalines, et Sylvain Salnave, et Cincinnatus Lecomte, et Villeboin-Guillaume Sam, et Jovenel Moïse, on trouve 5 éléments communs. 5 éléments communs dans ces assassinats. Premièrement, ces assassinats ont eu lieu avec l'aide d'étrangers opérant en Haïti et à l'étranger. Avec Dessalines, c'était les anciens
propriétaires terriens, et puis les ambassades accréditées alors devant le nouvel État, et des étrangers qui manipulaient. Deuxièmement, on trouve comme autre élément commun les opposants politiques. Les opposants de la classe politique, ceux qui s'opposaient à la gouvernance du pouvoir d'alors, eh bien, ils s'arrangent avec ces étrangers. On trouve aussi, comme troisième élément, l'élite économique. Donc, les forces politiques, d'abord les forces étrangères, les forces politiques, l'élite économique, ce que Lucas appelle les oligarques, eh bien, c'est... Les anarcho-populistes. Alors, c'est les anarcho... populistes. Oui, bon, d'accord, les anarcho-populistes. Et puis, quatrième élément, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a jamais eu de procès intenté contre ces auteurs, co-auteurs, auteurs intellectuels, complices, commanditaires et bénéficiaires de ces crimes. On les retrouve soit au pouvoir, soit dans l'antichambre du pouvoir, soit comme bénéficiaires un peu éloignés du pouvoir, ils exercent dans l'arrogance ou bien en sourdine le pouvoir politique après le chef assassiné. Et souvent, ils deviennent des tyrans, après les 5, ils deviennent des tyrans irréductibles. Et on a même chez nous, depuis le 6-7 juillet 2021, un exemple inédit. On a 9 présidents et un premier ministre, donc on a une gouvernance à 10 têtes. On ne pouvait pas accepter une gouvernance d'une seule tête, on a une gouvernance à 10 têtes. Et les Haïtiens maintenant sont fatigués, ils disent qu'ils ont besoin d'un replâtrage, ils ont besoin d'un premier ministre sans président, ou bien d'un président sans premier ministre, ils veulent le départ de ces 10 personnages, et ces personnages attendent les instructions de Washington, de Paris, d'Ottawa et même de Santo Domingo. Vous dites les Haïtiens, Maître Février. Est-ce que c'est bien dit? Excusez-moi si je vous pose la question ici. Oui. Vous dites les Haïtiens attendent. Bon, on est tellement fatigué de ce qui se... Vous ne feriez pas mieux de dire, Maître, que les politiciens veulent ou bien attendent... Oui, c'est vrai. Merci de la rectification, Wendell. Mais on est fatigué, on n'en peut plus, et les Haïtiens sont prêts à accepter n'importe quoi. Au moment où je vous parle, Haïti est placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. De mon époque, il y aurait eu à l'École nationale des hautes études internationales, à la faculté de droit, dans une des salles des pas perdus de la faculté d'ethnologie ou autre, des conférences sur ce qu'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On aurait demandé à ce professeur qui viendrait, étranger ou bien national, qu'est-ce que cela veut dire? Quelles implications pour Haïti, pour son présent, pour son avenir, la mise en œuvre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies? Est-ce qu'il n'y a pas à la fin de la rédaction de ce chapitre de la Charte des Nations Unies, un article qui dit que les membres signataires de cette charte, membres fondateurs des Nations Unies, ne peuvent jamais devenir des États à tomber sous le chapitre 7, car le chapitre 7 dit que vous n'êtes plus un État souverain comme vous l'entendiez. 2 États se sont opposés à la demande, la Russie et la Chine. Ce que d'autres Haïtiens ne savent pas, outre que la Russie est le premier pays à reconnaître l'indépendance d'Haïti en janvier 1822, mais c'est la Russie et la Chine qui, jusque-là, soutiennent ce qui reste de l'existence de notre souveraineté. Oui, mais on parle de géopolitique aussi, mais justement, en raison de la géopolitique, de la géostratégie
et de la politique étrangère traditionnelle du pays, eh bien, écoutez, il n'y a aucune âme patriotique pour dire, écoutez, je ne peux pas dire non, car je suis le serviteur fidèle. Je suis un dirigeant dirigé, mais permettez, s'il vous plaît, permettez que nous puissions au moins éviter certains accrocs à notre âme nationale. Nos dirigeants sont des dirigeants dirigés. Et quand vos dirigeants sont des dirigeants dirigés, vous ne pouvez rien attendre d'eux de national. Et ce n'est pas faute, non? Ils ne sont pas capables de se hisser à la hauteur de ce à quoi nous faisions allusion tout à l'heure, le protocole républicain. Le protocole républicain, c'est avoir un ministre des Affaires étrangères qui n'a pas peur d'être évoqué, qui n'a pas peur que sa femme, ses cousins, ses cousines placées dans les différentes ambassades soient remerciés ou rappelés à la maison. Non, du tout. Quand vous avez une femme comme Mme Desulmé qui ose dire non. Qui ose dire non, mais vous ne la remerciez pas en ce moment-là, ce n'est pas sérieux. Vous auriez dû faire appel à Mme Magali Jean. C'est une femme exceptionnelle de par son origine haïtienne. Alors, Michael, vous voulez dire? Michael, je voulais dire. Michael Jean, mettez de côté cette affaire de passeport. Dites, madame, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel apport vous pouvez apporter pour nous auprès du gouvernement canadien pour que nous puissions retrouver notre dignité perdue? Vous auriez dû savoir qu'il y a des ressources dans la diaspora et les exploiter et donner des signaux, par exemple, aux jeunes de la diaspora. En votant ce décret, l'Haïtien ne perd jamais sa nationalité. Ça, c'est du dessalinisme. Haïti deviendrait le pays qui adopte le ius sanguinis et le ius soli. Donnez ce signal à la jeunesse de la diaspora. Ces jeunes viendraient en Haïti aider. Je connais un colonel, Wendell, qui est prêt. Il dit, j'ai plus que 250 hommes prêts avec moi, sans avoir besoin d'un sou. Et nous avons des armes. Nous pouvons venir et régler le problème. Mais non, un dirigeant haïtien est un dirigeant haïtien dans la mesure où, depuis 2021, on ne cite pas le nom de Jovenel Moïse. Au moins, Ariel a cité le nom 3 fois et il a fait venir un juge à son bureau pour dire au juge, si vous ne venez pas, vous serez révoqué. Au moins, il l'a entendu. Depuis l'avènement de nos 10 présidents, de nos 10 chefs, de nos 10 dirigeants, pas même une seule fois, le nom de Jovenel Moïse n'a été cité par l'un d'entre eux. C'est un signe qui montre qu'on est sur une sorte de continuité de l'indécence en politique intérieure. Après la mort, l'assassinat de Dessalines, c'est pendant 45 ans, certains disent 50 ans, donc entre 45 et 50 ans, personne n'était autorisé à citer le nom de Dessalines. Est-ce que vous pensez qu'on peut poser cette question à l'un de nos dirigeants? À savoir pourquoi il ne cite jamais le nom de Jovenel Moïse? Parce que vous allez trouver quelque part, après votre première question, comme bon journaliste, vous allez dire, n'êtes-vous pas, monsieur, le bénéficiaire de ce crime? Ah! Parce que, effectivement, le droit pénal... Donc ça veut dire que ça comporterait inévitablement des conséquences fâcheuses, néfastes? Parce que poser cette question, c'est immédiatement dire, bon non, moi-même je ne suis pas mêlé, d'accord? Vous n'êtes pas auteur, vous n'êtes pas co-auteur, vous n'êtes pas complice. Vous auriez pu être une personne d'intérêt. Les Américains appellent cette personne des PI, des personnes d'intérêt. Ben, peut-être un témoin. Bon, quoi, vous étiez un opposant par vos discours, etc. Et quoi encore? Bon, d'accord, vous n'êtes pas mêlé du tout, vous n'êtes pas un auteur intellectuel. Qui est-ce qui a payé les 20 millions de dollars qui transitaient à la Banque Santo Domingo pour payer à ces messieurs? Bon... N'êtes-vous pas un bénéficiaire du pouvoir? Et si vous êtes un bénéficiaire du pouvoir, la loi dit, le droit pénal qui est strict, dit, vous aussi, vous êtes concerné par le crime. Donc, malheureusement, tant qu'on n'aura pas un lessivage, pas nécessairement la mise à l'écart des citoyens, mais non, mais il faut innover. Et si j'avais un conseil à donner, Wendell, vous savez ce que je dirais? À ces 9 présidents, du premier jusqu'au dernier, et pour arriver au Premier ministre, M. Fils-Aimé, messieurs, allez lire dans la Bible la parabole de l'économe infidèle. La parabole de l'économe infidèle, c'est un comptable magouilleur qui a utilisé son rôle de comptable pour mettre de côté certaines valeurs, distraire certains fonds du maître en vue de préparer son propre avenir lorsqu'il sera révoqué, remercié. Et je dirais comme premier conseil,
après avoir lu la parabole de l'économe infidèle, demandez conseil à un avocat, même si ce n'est pas Maître Févry. Vous aurez besoin quand même, avant de mourir, vous aurez besoin d'un avocat. Haïti ne restera pas ce qu'elle est aujourd'hui avec cette iniquité sociale, avec cette situation de guerre civile larvée que les Américains appellent civil unrest, avec un pays que ses propres fils demandent à l'ONU de placer sous le chapitre 7, alors que Haïti est membre fondateur de l'ONU, qui n'aurait jamais dû faire l'objet de l'application du chapitre 7, et qui prend au moins la moitié de votre souveraineté nationale. Et ce sont des pays étrangers qui disent non, on ne peut pas placer Haïti, et vous, vos propres enfants, avec un discours pompeux, réclament la mise. C'est l'équivalent d'une mise sous tutelle du pays. Et vous avez un fils de la République devant l'ONU qui demande une force robuste. Le mot est écrit lorsque vous voulez vous faire avoir le chapitre 7, il faut demander une force robuste. Et cette force robuste, provision légale est faite, mais les nations ont peur car elles-mêmes, elles connaissent l'histoire d'Haïti. Oui, mais donc, on rapporte aussi, M. Févry, qu'on met sous chapitre 7 quand on représente une menace pour la région. Oui. La Jamaïque est plus qu'une menace avec le trafic de drogue et les violences. La Colombie, il y a d'autres pays qui sont plus qu'une menace. Mais ils sont une menace aussi, il faut voir qui sont les auteurs, co-auteurs de ces menaces. Ceux qui nous envoient les armes, ceux qui envoient la drogue. Lorsque la drogue arrive ici, en Haïti, elle provient d'où? D'un pays qui s'appelle X. Et ce pays, Haïti est un pays de transit, et cette drogue qui transite en Haïti va dans quel pays? Aux États-Unis en général. Alors, comment peut-on voir un seul des trois États? C'est un triangle. C'est le triangle de la mort. Le pays qui produit, qui l'exporte vers les États-Unis à travers Haïti. Donc, pays producteur, pays de passage, pays de destination, États-Unis. Donc, c'est un triangle. Il fallait voir ça. Alors, le deuxième exemple, le deuxième conseil. On a quelques secondes. Le deuxième conseil, préparez vos dossiers. Demandez à votre femme, à vos amis, de vous aider à préparer vos dossiers de demain, votre déclaration de patrimoine avant d'être président, avant d'être ministre, avant d'être Premier ministre, et puis ayez les conseils d'un avocat, préparez vos dossiers. Car Févry peut mourir ce soir, demain ou après-demain. Quelqu'un viendra en Haïti pour dire « Nous avons besoin d'une restitution par documentation, le rapport détaillé de tous ceux qui étaient impliqués dans la gestion des fonds de l'État, que ce soit de 1987 à nos jours, que ce soit de 2004 à nos jours. Un temps, on demandera reddition de comptes. Préparez-vous, messieurs, je n'ai rien contre vous. J'ai beaucoup d'amis parmi ces 9 présidents. Au contraire, nous avons même travaillé pour l'État pendant 2 ans. Pendant 2 ans, nous avons fait entrer dans les trésors publics 3 milliards 200 millions de dollars. Le ministre des Finances refuse de nous payer ce matin, jusqu'au moment où je vous parle. Payez-nous, mais aussi préparez vos dossiers. Merci, M. Févry. C'était un plaisir de vous avoir. À bientôt. C'est à moi de vous remercier, Wendell. Et je regrette, il paraît qu'on aurait pu encore parler. En effet. D'accord. Merci. Bonne journée. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Maître Osner Févry. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole. Et Lisa Loto.